Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 août 2026 et nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bon retour parmi nous. Si c'est retour, where that's right. Permettez-moi de commencer par ce que Scott Bessent a dit au sujet du détroit d'Ormuz. Nous savons que le détroit d'Ormuz, avec le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge, exerce une forte pression sur les États-Unis et sur l'Arabie saoudite. Car auparavant, l'Arabie saoudite avait une certaine connexion avec le marché mondial via la mer Rouge. Aujourd'hui, elle en est en quelque sorte déconnectée, en raison des restrictions dans le canal de Suez. Voici ce qu'a dit Scott Bessent. La semaine dernière, nous avons vu le président Trump menacer de lancer contre les Iraniens, ce qui aurait été l'une des plus grandes campagnes militaires, voire la plus grande, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, à cause de cela, nous sommes en pourparlers avec les Iraniens. Je pense qu'il est possible que nous ayons un accord aujourd'hui ou demain pour ouvrir le détroit et avancer vers une situation plus normalisée dans ce conflit. Et c'est parce que leur force aérienne est anéantie, leur marine est anéantie. Oui, tout est anéanti. Et il a dit ça il y a 3 jours. C'était censé être aujourd'hui, il y a 3 jours, ou le lendemain, donc il y a 2 jours. Rien ne s'est passé. Et du côté des Iraniens, ils disent que rien ne se passe dans les négociations. Les États-Unis leur envoient des messages. Mais concernant, vous savez, l'ouverture, concernant ce que les États-Unis veulent faire avec ce détroit d'Ormuz, pour rouvrir ce détroit, rien ne se passe entre les deux parties. Mais ce qui est important, c'est qu'entre l'Iran et Oman, ils sont parvenus, ou sont en train de parvenir, à la phase finale des négociations sur le nouveau mécanisme dans le détroit d'Ormuz. Et c'est tout et rien à la fois. Aujourd'hui, nous avons appris que le Yémen prend les devants contre l'Arabie saoudite. Ils ont attaqué des pétroliers saoudiens au cours des 2 ou 3 derniers jours. Plus de 5 ou 6 d'entre eux ont été attaqués et ils ont forcé tous ces pétroliers à retourner en Arabie saoudite. Voilà la situation actuelle, avec le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb en mer Rouge. Et beaucoup de gens soutiennent que Donald Trump a peut-être peur de cette dépression qui semble inévitable. Quelle est votre lecture de la situation, Michael? Eh bien, le commerce est bloqué. Les discussions auxquelles l'Iran participe sur la reprise des échanges commerciaux portent sur ce qui se passera lorsque les États-Unis autoriseront à nouveau le commerce. Trump et Bessent ont été très clairs. Il ne sera pas permis à l'Iran d'exporter tout le pétrole qui se trouve dans ses nombreux pétroliers en attente d'exportation. Il n'y aura pas de commerce via le détroit d'Ormuz. Trump a, en substance, dit qu'il faudra attendre 5 ans avant que nous autorisions le moindre commerce. Parce que hier, lui et Hegseth ont dit que rien ne pouvait être fait tant que nous n'aurions pas réglé la question de la bombe atomique iranienne. Parce que c'est pas vraiment un sujet, c'est un faux sujet. Cela veut dire qu'à cause de ce fantasme autour d'une bombe iranienne, nous n'autoriserons aucune ouverture du détroit tant que nous n'aurons pas placé cette question tout en haut des priorités. Ensuite, l'accord que les États-Unis veulent conclure, c'est ils répètent que le droit de la mer implique la liberté du commerce. Trump a dit à maintes reprises que nous ne liserons pas l'Iran à prélever le moindre droit ou péage. Trump a dit que finalement nous voulons percevoir nous-mêmes les péages. Et donc, bien sûr, si nous allons percevoir les péages sur le commerce de l'OPEP, afin de dédommager l'Amérique pour tous les coûts de notre guerre contre l'Iran, alors nous ne pouvons pas permettre à l'Iran d'en percevoir. Donc, les négociations que l'Iran mène avec Oman
sur la manière dont nous allons, à terme, rétablir le commerce à travers le golfe Persique ne sont pas le genre de négociations dont parle l'Amérique, ou ce n'est pas vraiment une négociation. Nous allons exiger, comme condition préalable, la reddition sans condition de l'Iran. Donc je pense que vous allez constater que le commerce du pétrole va continuer à ne pas avoir lieu. Eh bien, c'est ce que l'Iran pense depuis tout ce temps. Il dit, tant qu'il n'y a pas de commerce pétrolier, nous préparons le terrain pour la plus grande dépression économique et financière depuis la Grande Dépression. Et cela se produit déjà. Cela a provoqué dans d'autres pays, non seulement la panique, mais aussi des dépenses énormes pour payer le pétrole plus cher à la livraison. Et les prix que paient des pays comme le Japon, les pays asiatiques ou les pays du Sud global n'ont rien à voir avec le prix du Brent cité sur le site du Wall Street Journal comme référence pour le secteur financier. C'est en quelque sorte un prix fictif. Si le pétrole était livré et s'il y avait un libre-échange du pétrole, quel serait son prix? Mais bien sûr, il n'y a pas de libre-échange du pétrole et les pays se démènent. Comment vont-ils obtenir ce pétrole? Eh bien, ils paient déjà et doivent payer des sommes énormes dans leur propre devise étrangère. Le Japon est particulièrement l'un des pays les plus touchés. Et depuis une semaine, Besen négocie avec le Japon une sorte d'accord technique. Le Japon allait dire, eh bien, il n'y a qu'une seule manière d'empêcher le yen de s'effondrer. Nous allons vendre les obligations du Trésor américain que nous détenons. Or, le Japon est de loin le plus grand détenteur étranger d'obligations du Trésor américain, bien davantage que la Chine ou n'importe quel autre pays. Le problème, c'est que cela a effrayé Besen et les États-Unis. Car si le Japon vend ses obligations du Trésor, cela va faire monter les taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt augmentent, nous allons avoir encore plus de cracks financiers, un effondrement du marché immobilier, un effondrement de l'économie fondé sur l'endettement à effet de levier. Alors Besen a dit, nous avons un accord pour vous, le Japon. Au lieu de vendre vos bons du Trésor, mettez-les en garantie auprès de la Réserve fédérale. Autrement dit, vous les transférez, nous allons conclure un accord de swap. Vous transférez la propriété de ces bons du Trésor américain aux États-Unis et nous mettons en place un accord de swap. Nous les conserverons comme garantie et, en échange des obligations que vous apportez en garantie, nous vous accorderons un crédit en dollars. Vous utiliserez donc ce crédit en dollars que nous créons sur nos ordinateurs pour intervenir sur les marchés d'échange, simplement afin d'acheter des yens. Et ainsi, le yen, qui était en train de s'effondrer, remonte désormais parce que les États-Unis ont donné au Japon le crédit informatique nécessaire pour le dépenser. Mais pendant ce temps, les États-Unis détiennent en garantie toutes ces obligations du Trésor détenues par le Japon. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à mesure que la dépression se poursuit et que les réserves de change du Japon, des pays du Sud global, des pays asiatiques, de tous les pays, vont connaître un problème similaire, celui de devoir emprunter aux États-Unis, les États-Unis vont détenir d'énormes créances sous forme d'obligations sur ces pays. En réalité, le premier exemple test de ce que Besen a fait avec le Japon a eu lieu avec les Émirats arabes lorsqu'ils ont eu besoin d'argent, maintenant qu'ils ne tirent plus de recettes d'exportation pétrolière en raison de la guerre du pétrole. Eh bien, à un certain moment, regardons ce qui nous attend. La dépression va entraîner des arrêts de l'activité économique et des effondrements, une réduction de la production, du chômage, des déficits budgétaires pour financer le chômage et des subventions aux ménages qui ont besoin d'électricité pour éclairer leur logement et de combustible pour se chauffer. Tout cela, regardons un an plus loin. D'autres pays vont accumuler une dette énorme envers les États-Unis
uniquement pour payer la hausse des prix du pétrole due aux pénuries qui sont encouragées, créées et aggravées semaine après semaine, et maintenant probablement mois après mois, par l'arrêt du commerce. Alors, au bout du compte, quelle est la solution morale à tout cela? La solution morale, c'est que d'autres pays ont déjà dit qu'Israël et les États-Unis, qui ont fait la guerre à l'Iran, sont les deux pays les plus impopulaires du monde. Ils peuvent dire, c'est vrai, le Trésor détient toutes nos obligations en garantie des prêts qu'il nous a accordés, afin que nous puissions payer les coûts que l'Amérique nous a forcés à supporter à cause de la guerre du pétrole. L'Amérique est vraiment responsable de ces coûts. C'est à elle de les assumer. Nous annulons ses dettes. Ce sera la rupture économique et politique qui, en substance, servira de catalyseur pour séparer du reste les pays importateurs de pétrole du monde entier, des États-Unis et de leurs alliés. Et vous voyez un problème similaire même en Europe. Elle aura le même problème. Tout le monde subira des pressions. Ne payez pas ce pétrole plus cher en vendant vos réserves internationales détenues en dollars américains sous forme d'obligations du Trésor, parce que nous ne voulons pas que les taux d'intérêt augmentent. Alors, laissez-nous simplement vous prêter les dollars pour les payer. Bon, d'accord. Je pense qu'ils vont signer ces accords de swap et qu'ils vont dépenser les dollars qu'ils empruntent pour soutenir leur monnaie, pour empêcher le yen, l'euro et les monnaies d'autres pays de baisser. Et cela va entraîner une énorme accumulation de dettes. Sans parler du fait que les pays du Sud vont maintenant devoir payer beaucoup plus cher, non seulement leur pétrole et leur gaz, mais aussi le carburant, la nourriture et les engrais. Sans engrais, les rendements agricoles vont diminuer. Le réchauffement climatique provoque toutes sortes de sécheresses ou d'inondations qui réduisent les récoltes. Il va donc y avoir une terrible inflation des prix dans le monde entier, qui sera financée par de la dette, principalement envers les États-Unis. Et sur le plan moral, des pays vont se manifester et dire « toute cette dette, c'est le prix à payer pour la guerre illégale de Trump contre l'Iran qui a provoqué tout cela. » C'est Trump qui refuse de permettre à l'Iran de vendre son pétrole, qui continue de bloquer et qui est essentiellement responsable d'empêcher le Yémen et l'Arabie saoudite d'exploiter leur pétrole. Eh bien, le détroit d'Ormuz, c'est 20% du pétrole mondial. La mer Rouge, pour le Yémen et l'Arabie saoudite, c'est 5%. Avec 25% du pétrole mondial en moins, vous pouvez imaginer à quel point les prix vont réellement augmenter à mesure que les réserves nationales s'épuiseront. Aux États-Unis, elles seront probablement épuisées dès le début septembre. Voilà donc la crise qui est en train de se produire. Le marché boursier n'en tient pas compte. Même le marché obligataire n'en tient pas compte. Parce que ce problème est si grave, si structurel, que des changements structurels d'une telle ampleur ne sont pas ce dont parlent les économistes. Et ce n'est pas non plus ce dont parlent les responsables politiques en bonne société. Parce que cela signifie que les États-Unis poussent le monde vers une dépression internationale et une crise de la dette qui l'accompagne, ainsi que vers une fermeture massive d'industries et le chômage. Michael, que se passe-t-il si le Trésor récupère les garanties dans le cas où ils disent tout ce que vous dites? Ils ne vont pas rembourser la dette. Ils vont l'annuler. Les États-Unis disent « D'accord, nous prenons vos garanties. » Et ensuite, voilà la grande question. Les États-Unis ne peuvent pas les obliger à payer. Les États-Unis détiennent leurs obligations. Ce que les États-Unis peuvent faire, c'est dire, eh bien, vous nous mettez ces obligations en garantie. Donc maintenant, Japon, vous avez dépensé tous les dollars que nous avons créés sur nos ordinateurs pour vous les prêter.
et maintenant il faut nous rembourser. Alors nous allons jeter toutes vos obligations japonaises sur le marché. Évidemment, ça va faire s'effondrer le prix des obligations japonaises. Les États-Unis vont vendre ces obligations, recevoir des yens, les convertir en dollars pour rembourser le trésor de tout cela, et le taux de change du yen va de nouveau plonger. Et une chute du taux de change signifie que vous allez devoir payer plus cher tout ce qui est importé et libellé en dollars ou dans toute autre monnaie non japonaise. Cela va en substance plonger le Japon dans ce qu'on pourrait appeler une double dépression. La première dépression viendra de l'interruption de son commerce du pétrole. Il y a déjà d'énormes réductions qui obligent des entreprises à fermer et qui entraînent l'insolvabilité de ménages et d'entreprises japonaises. Et la seconde dépression surviendra lorsque les États-Unis diront « Voilà notre garantie, nous devons récupérer notre argent et la mettre sur le marché ». Et le Japon ne peut pas vraiment y faire grand-chose, sauf instaurer une forme de contrôle des capitaux ou rejeter purement et simplement sa dette. Et pour que ça fonctionne, il faudrait qu'il s'allie à d'autres pays qui se trouvent exactement dans la même situation. Vous auriez alors un groupe, tout un ensemble de pays qui prendraient position. Cela obligerait en substance d'autres pays, le reste du monde, du moins le monde qui doit importer du pétrole, c'est-à-dire presque le monde entier, à se détourner du dollar américain. Et c'est là, au final, que la guerre de Trump contre l'Iran échoue, non seulement à continuer d'utiliser le pétrole comme moyen de pression, à mesure que d'autres pays s'en affranchissent, mais qu'elle fait exploser tout le fondement de l'étalon dollar. Le dollar joue un rôle central dans le système financier international et en réalité dans tout le système de dette et de crédit. Les pays ne peuvent pas se permettre de payer la dette extérieure qu'ils accumulent. Et cela veut dire qu'ils ne peuvent pas non plus assumer leurs propres dettes, leurs propres obligations d'État, ni ce qu'ils doivent aux détenteurs d'obligations et aux banques du monde entier, sauf en étouffant toute leur économie. C'est comme un gigantesque programme d'austérité du Fonds monétaire international imposé au reste du monde. C'est ce que fait la guerre du pétrole. Elle impose un programme d'austérité à tout le reste du monde. Chômage, insolvabilité des entreprises qui ont besoin de pétrole, insolvabilité du secteur agricole, parce que l'agriculture de plantation ne peut pas supporter ces prix élevés. Pas seulement pour les importations d'engrais, mais aussi pour les machines, pour tous les crédits nécessaires afin d'acheminer les récoltes. Et cela inclura aussi l'agriculture américaine. La guerre du pétrole repousse toutes les limites, bien au-delà du seuil de tolérance des États-Unis à l'Europe, à l'Asie et au Sud global. Et l'économie, il n'y a aucune marge pour payer un pétrole plus cher, pour rembourser les dettes, pour financer les subventions publiques qui permettent aux ménages d'avoir l'argent nécessaire pour chauffer leur logement et se déplacer. Il n'y a pas d'argent non plus pour financer le secteur du transport routier et ferroviaire qui utilise du gazole. Eh bien, Nima a évoqué un point d'attention, et toute l'attention se porte sur les prix du pétrole brut, Brent. Mais la véritable hausse des prix du pétrole concerne le diesel pour les camions et les trains, ainsi que le kérosène, le carburant aérien pour les avions. Et vous pouvez imaginer que puisque l'US Air Force utilise d'énormes quantités de carburant aérien, c'est tout le système de transport aérien qui se retrouve paralysé. Il y aura donc des répercussions sur l'économie américaine dans le cadre de cette dépression mondiale provoquée par la fermeture prolongée du détroit. Et Trump a déjà dit, l'Iran peut conclure un accord avec Oman, mais ce n'est pas l'accord que nous voulons. Et si ce n'est pas l'accord que nous voulons, nous allons continuer à bloquer le détroit. Eh bien, à un certain moment, évidemment, l'Iran dira probablement, c'est un acte de guerre,
nous allons reprendre nos attaques. Mais ça, c'est une autre histoire. Il me semble qu'il y a alors un risque. Si l'on suit cette logique, il y a un risque qu'il y ait davantage de stratégie dans ce jeu que M. Trump répète sans cesse. Un accord serait imminent, puis il ne se concrétise pas. Il a peut-être conclu qu'en mettant en avant la question nucléaire, qui est une question opaque, tout le monde se demande, ont-ils déjà une telle arme? Cherchent-ils à s'en doter? Cela peut traîner, comme vous l'avez vous-même dit. Cela peut traîner indéfiniment, parce qu'on peut avancer des affirmations et que personne ne sait vraiment. Eh bien, cela vient compléter ce que vous venez de nous raconter, parce qu'on pourrait en arriver à des montages financiers mondiaux compliqués. Le reste du monde ne peut pas et ne va pas suivre tout cela de près. Et M. Trump peut reprocher le nucléaire aux Iraniens. Il peut attribuer les manœuvres financières à qui les fait. Vous savez, il peut reprocher aux Japonais de ne pas avoir fait quelque chose sur le plan financier. Et ainsi, cela détourne de lui la responsabilité. Oui. Et ensuite, ça empire à partir de là, puisque vous avez évoqué la question nucléaire. On parle déjà, et ce depuis un certain temps, de Trump qui dit « Eh bien, nous n'utiliserons que des armes nucléaires tactiques. » Mais une arme nucléaire reste une arme nucléaire. On ne peut pas dire « Oui, nous allons larguer la bombe atomique, mais nous l'appellerons bombe atomique tactique, donc ce sera acceptable. » Les États-Unis n'ont plus de missiles. Ils n'ont plus les moyens. Ils rappellent leurs forces. Apparemment, leurs avions se retirent d'Asie occidentale et ils ne sont pas capables de faire la guerre sans les bombes, les radars et l'armement dont ils disposent. Les États-Unis sont liés par leur propre puissance militaire et ils n'ont plus qu'une seule arme qu'ils puissent utiliser, la bombe atomique. Alors, on appelle ça du tactique. C'est une belle arme nucléaire. C'est une arme légère, vous savez, et au départ, on n'en utilisera pas plus de 5 ou 6. Eh bien, vous pouvez imaginer ce que ça va faire au monde, et c'est ce dont Trump menace. Et les autres pays ne disent pas « Voilà la ligne rouge, c'est là que nous allons réagir ». Je pense que les autres pays sont aussi sidérés que les marchés boursiers et obligataires. Ils pensent que c'est quelque chose de tellement hors norme qu'ils ne peuvent que se tordre les mains. Et personne, semble-t-il, ne met en place une réponse alternative pour arrêter tout ça. Ils restent simplement les bras croisés et se laissent souffrir. Et la position de l'Iran, c'est que si nous ne pouvons pas exporter notre pétrole, alors le reste de l'Asie occidentale ne le pourra pas non plus. C'est pour ça que les Yéménites bloquent l'Arabie saoudite. C'est pour ça que nous bloquons les choses ici. C'est aux autres pays de prendre position. Qu'allez-vous faire, vous les autres pays? Nous ne pouvons pas empêcher seuls les États-Unis d'utiliser la bombe atomique. Tout ce que nous pouvons faire, c'est riposter contre les bases américaines à portée de nos missiles. Et Israël est la base terrestre américaine de porte-avions en Asie occidentale. Richard, je pense que le point que soulève Michael concerne la hausse des coûts de l'énergie, des engrais et du transport. Il semble que cela finira par toucher, et à mon avis, cela a déjà touché, les produits agricoles, c'est-à-dire les principaux coûts de production de ces produits. Et cela va provoquer la famine dans de nombreuses régions de la planète. Mais il semble qu'il y ait au moins le problème suivant. J'ai essayé de suivre l'utilisation des réserves de pétrole que les États-Unis injectent dans l'économie pour empêcher les prix du pétrole de grimper beaucoup plus qu'ils ne l'ont déjà fait. Et cela a, du moins dans ce pays, permis d'éviter que l'inflation ne se produise. Nous avons une inflation, elle dépasse maintenant les 4%.
Et il semble que l'Europe soit sur le point de dépasser, elle aussi, les 4%. Mais cela reste relativement faible, dans la mesure où il reste une part importante des réserves qu'ils peuvent mettre sur le marché. Et il semble aussi y avoir un mouvement important par nécessité pour réduire la demande de pétrole de différentes manières. Ainsi, le rééquilibrage global de l'offre et de la demande pourrait empêcher l'inflation d'atteindre le niveau que vous venez d'évoquer. Je suis d'accord avec vous. Si cela se produisait, et si l'inflation s'accélérait, cela créerait à lui seul de très graves difficultés internes dans tout l'Occident et au Japon. Regardez simplement le prix du bœuf ou celui de nombreux produits ici, aux États-Unis, qui montrent déjà les signes d'une inflation bien pire que 4%. Mais s'ils peuvent la maintenir à ce niveau encore quelque temps, cela leur donne un peu de répit. Eh bien, il y a un problème avec ça. Vous parlez de réduire la demande de pétrole. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Et qu'est-ce qui prend sa place? Le charbon. On assiste aujourd'hui à un retour des centrales électriques au charbon partout dans le monde. Les pays ont le charbon comme solution de remplacement. Et bien sûr, plus on brûle de charbon, plus le réchauffement climatique va s'aggraver. Donc vous aggravez le réchauffement climatique. La sécheresse, les ouragans et les inondations provoquées par les phénomènes météorologiques extrêmes, tout cela va causer autant de dégâts que la pénurie de pétrole. C'est donc l'autre catastrophe parallèle dont le monde souffre. Eh bien, l'Espagne vient de déclarer que l'OTAN insistait pour que nous consacrions 2% de notre budget à la défense militaire. Mais je pense que nos dépenses de défense devraient inclure nos dépenses environnementales, parce que nous nous défendons contre le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique a été largement causé par la guerre du pétrole. Et l'ironie, bien sûr, c'est que vous avez les partis pro-guerre. Les partis pro-guerre les plus virulents en Europe, c'est le Parti vert allemand. Ils sont entièrement pour la guerre. Et comment peut-on soutenir un parti vert et l'environnement si l'on soutient la guerre qui est responsable de la plus grande partie de tout cela, ainsi que son sous-produit, le pétrole? La paralysie du commerce du pétrole, qui pousse les pays à se tourner vers le charbon. Il y a très peu de moyens de réduire la demande de pétrole. Et d'ailleurs, si vous réduisez la demande de pétrole, qu'est-ce qui va arriver à tout le projet autour de l'intelligence artificielle, sur lequel l'ensemble du marché boursier américain a fortement progressé? L'idée, c'est que les 7 magnifiques, ces entreprises de technologie de l'information liées à l'intelligence artificielle, vont connaître une énorme expansion de leur système de puces informatiques capables de traiter tout cela. Tous ces plans d'expansion reposent sur une demande d'électricité énorme. Donc si vous réduisez la demande d'électricité produite à partir du pétrole, du charbon ou du gaz, cela veut dire qu'il faut oublier au moins les projets américains et européens d'expansion de l'intelligence artificielle. C'était censé être la capacité des États-Unis à créer un point d'étranglement dans les technologies de l'information, tout aussi important que le contrôle du commerce et le contrôle du commerce. C'est un problème. Mais étant donné que M. Trump ne se soucie absolument pas du réchauffement climatique et qu'il s'est spécialisé dans sa minimisation, et étant donné qu'il s'est également spécialisé, en suivant Netanyahou, à accuser les Iraniens depuis de nombreuses années de fabriquer des armes nucléaires, il dispose de ces 2 arguments, vous savez, le dénigrement du climat et l'exagération de la menace des armes nucléaires. Et il peut gagner encore un peu de temps dans le jeu pétrolier autour de ces 2 fausses questions ou de ces fake news, si je peux lui emprunter son expression.
Je pense que nous avons jusqu'ici sous-estimé l'utilité de ces choses-là. Eh bien, vous venez de décrire la folie. Et on pourrait croire que c'est bien ce qui se passe, tandis que le monde reste là, à regarder. Qu'allons-nous faire face à ça? Eh bien, je pense, et je le pense vraiment, qu'on assiste à un changement de l'opinion publique qui joue fortement contre ce qu'il essaye de faire. Je veux dire, l'élection dans le Michigan l'autre soir est un indicateur important. Si mes chiffres sont exacts, une somme cataclysmique, quelque chose comme 60 millions de dollars venant de milliardaires, s'est ajouté au soutien officiel de Schumer au Sénat et de Jeffries à la Chambre. Tout l'establishment démocrate poussait pour cette femme. Et les deux seuls sujets qui comptent vraiment sont la question Palestine-Israël. Et, parce que je ne pense pas que cela ait suffi, le fait que le Michigan est un État qui se considère comme issu de la classe ouvrière. Et ils ont vraiment compris, désormais, que M. Trump et les milliardaires ne sont pas leurs amis. Et ils sont assez nombreux à commencer à le comprendre. Et quand on voit à quelle vitesse M. Starmer a été évincé de son poste en Grande-Bretagne, quand on regarde les sondages de Macron qui frôlent les chiffres à un seul chiffre, vous voyez à quel point c'est bas. Et si vous suivez un peu la politique allemande comme moi, vous savez qu'il y a désormais une crise gouvernementale, avec un nombre important de responsables allemands qui réclament la démission de M. Merz. Eh bien, on voit qu'un changement est en train de s'opérer. Les sondages indiquent désormais qu'une nette majorité d'Américains ont changé d'avis sur la question israélo-palestinienne. Ils ne soutiennent plus Israël et à des degrés divers, ils sont critiques envers Israël et favorables aux Palestiniens. Il a fallu longtemps pour que cela se développe. Et je pense qu'on assiste à un changement énorme. Et il n'est même pas certain que M. Netanyahou puisse survivre au bombardement qu'Israël subit et continuera de subir, compte tenu de ce que les Iraniens ont montré qu'ils pouvaient faire et qu'ils sont prêts à refaire. Il se peut donc que l'opinion publique entre elle aussi en jeu et ait un certain impact ici. Eh bien, vous avez raison, Richard. C'est une évolution de long terme. Et déjà, il y a un an, la majorité de l'opinion américaine et de l'opinion européenne était contre la guerre. C'est la guerre la plus impopulaire, encore plus impopulaire que ne l'était la guerre du Vietnam quand nous étions plus jeunes. Et pourtant, cela n'a eu absolument aucun effet sur les partis politiques. Les démocrates ont de nouveau déclaré aujourd'hui « Nous préférerions ». Rappelez-vous ce qu'ils disaient en 2016. Nous préférerions perdre avec Hillary que gagner avec Bernie, parce que notre ennemi, c'est la classe ouvrière. Nos soutiens, c'est Wall Street. Et Wall Street estime pouvoir gagner de l'argent, principalement en transférant les impôts sur la main-d'œuvre, au lieu de les payer elle-même, en les transférant aux contribuables, qui ne sont pas exactement le 1%. Il y avait donc déjà, comme vous l'avez décrit, cette montée de l'opposition à la guerre. Et ce qui s'est passé maintenant, c'est que l'opposition à la guerre en Iran s'est transformée en opposition au soutien à Israël. Et le symbole de tout cela, bien sûr, c'est l'AIPAC. Les élections qui ont eu lieu hier, et il y en aura d'autres dans d'autres États mardi prochain, se résument essentiellement à cela. Je n'accepte pas d'argent de l'AIPAC. Votez pour moi, pas pour mon adversaire. Si un responsable politique accepte de l'argent de l'AIPAC, cela est en train de devenir le glas de sa carrière politique. Et pourtant, cela concerne aussi bien les responsables du Parti démocrate que les républicains. Parce que voilà comment ça fonctionne. L'Amérique accorde à Israël d'énormes aides militaires et d'autres subventions.
and other grants to Israel. Israel receives the grants and then it recycles. Israël reçoit ces subventions, puis il recycle des milliards de dollars de ces subventions en lobbying et en contributions de campagne versées aux sénateurs et aux représentants qui soutiennent Israël. Et le vecteur de ce recyclage de l'aide américaine à Israël pour revenir financer les membres de la Chambre des représentants et les sénateurs, ça a été l'AIPAC. Eh bien, le public américain a désormais compris ce recyclage. Et il a dit, tant que vous faites de la politique, au profit de ceux qui vous donnent le plus d'argent pour votre campagne, vos dépenses personnelles et toutes les autres façons dont nous pouvons vous transférer de l'argent, alors il faut se débarrasser d'eux. Maintenant, je suis heureux que vous ayez mentionné les 60 millions de dollars que les démocrates ont investis pour soutenir le candidat démocrate pro-guerre, qui est lui aussi très antisémite. Quoi qu'il en soit, j'y reviendrai. Comparez cela au fait que presque aucun argent n'a été investi dans la victoire d'El-Sayed. Et lui, ce qu'il a pu dire, c'est « Écoutez, mon avantage, c'est que je n'ai pas les moyens financiers qui alimentent les campagnes d'attaque télévisées contre moi. Et regardons ces campagnes d'attaque. Encore et encore, le candidat démocrate a dit « El-Sayed est antisémite parce qu'il est contre le génocide. Si vous ne soutenez pas le génocide, vous êtes antisémite. Si vous n'êtes pas favorable au génocide, vous détestez les Juifs. Eh bien, si vous répétez cela encore et encore, il n'y a pas de manière plus antisémite de le dire que d'affirmer que les Juifs soutiennent le génocide comme fondement de leur religion. » Eh bien, je pense que beaucoup, la plupart, des électeurs juifs assimilés ont aussi voté contre l'AIPAC. Les victimes de tout cela, ce sont les Juifs laïcs aux États-Unis et en Allemagne, où il existe des règles similaires. Que faites-vous si vous êtes juif et qu'on vous dit que si vous êtes opposé aux attaques contre Gaza, au génocide qui est en cours, alors vous êtes antisémite? Et que se passe-t-il si l'on vous dit, eh bien, le judaïsme n'est-il pas une doctrine de génocide, d'extermination des gens qui ne sont pas juifs, qui possèdent des terres ou des biens que vous voulez? Je veux dire, c'était le discours nazi d'Adolf Hitler qui rejetait tout sur les banquiers juifs. C'est le retour de tout ce qui était antisémite quand nous étions jeunes. Eh bien, je pense que si vous étudiez l'histoire du judaïsme au cours des 2 ou 3 derniers siècles, vous verrez que l'essor de tout le mouvement sioniste a divisé la communauté juive dès le départ. Certaines personnes, pour des raisons religieuses ou laïques, s'opposaient à l'idée d'un foyer national pour le peuple juif ou à l'utilisation de cette idée comme moyen de poursuivre le colonialisme, 2 siècles après que le colonialisme était devenu inconcevable. C'est pourquoi, quand j'en parle, j'essaie de souligner que la raison pour laquelle il y a un génocide n'a rien à voir avec le judaïsme. La raison pour laquelle il y a un génocide, c'est qu'il existe un programme non-ouest asiatique consistant à prendre des biens et des terres ouest asiatiques pour les donner à des colons majoritairement européens. C'est un exercice de colonialisme, de peuplement, qu'on pouvait mener au XVIIe et XVIIIe siècle. On pouvait le faire aux États-Unis, on pouvait le faire en Afrique du Sud, on pouvait le faire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais on ne peut pas, 2 ou 3 siècles plus tard, le faire au Moyen-Orient. Ça ne marche pas. Et la tentative d'aller à l'encontre de toute la période historique dans laquelle nous sommes, qui est anticoloniale, je veux dire, toute cette notion de Sud global, c'est un langage qui exprime le rejet du colonialisme. Si vous faites alors l'effort de mener un colonialisme de peuplement à ce moment-là, vous paraissez au mieux ridicule et au pire génocidaire, parce qu'on ne peut pas le faire. Et on le voit non seulement dans ce que font les Israéliens, mais aussi dans la résistance du peuple de Gaza. Regardez la résistance qu'ils ont maintenue.
C'est parce que vous pensez que l'histoire est de votre côté. Et vous avez raison, elle l'est. Et vous finirez par l'emporter ici. Ça vous donne un peu de force supplémentaire, compte tenu de la destruction que l'armée israélienne leur a infligée à tous. C'est pour ça que c'est en quelque sorte désespéré. Et pour vous donner un exemple de ce qui est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est d'écouter monsieur Trump expliquer pourquoi il lui faut le Groenland. C'est la même chose. C'est une autre forme de colonialisme, au mauvais moment, au mauvais endroit, par la mauvaise personne. Donc ça ne mène nulle part, vous savez, à moins qu'il ne devienne, vous savez, génocidaire d'une autre manière, à plus petite échelle, envers les pauvres gens qui vivent au Groenland. Ça n'a pas très bien marché non plus de qualifier le Canada de 51e État. Je suis d'accord avec vous. Et donc, ce que vous venez de dire, c'est bien la cause. C'est le colonialisme de peuplement. Alors comment tout cela a-t-il fini par être assimilé à de l'antisémitisme? D'une manière qui risque d'accroître l'antisémitisme, si Netanyahou a raison et si Trump a raison lorsqu'ils disent « si vous êtes contre Israël, vous êtes contre les Juifs ». L'idée sous-jacente, c'est que tous les Juifs seraient pour Israël. Ce qui, bien sûr, n'est absolument pas le cas, comme vous l'avez justement souligné. Je voudrais aussi dire quelque chose sur le Groenland, parce que la raison pour laquelle Trump veut le Groenland, c'est pour instrumentaliser le droit de la mer. Tous les arguments qui bloquent actuellement le commerce iranien dans le Golfe Persique concernent le droit de la mer. Et les États-Unis disent, bon, le droit de la mer que des pays ont signé, l'Iran ne l'a jamais signé, l'Amérique non plus, mais ce droit de la mer dit que vous ne pouvez pas imposer de péage, sauf si nous vous en avons déjà donné l'autorisation au moment où vous avez adhéré et signé la CNUDM. Et vous ne l'avez pas fait, donc vous êtes perdant. Eh bien, tout cela est balayé par, premièrement, les lois de la guerre. Et deuxièmement, les États-Unis sont le plus grand violateur du droit de la mer. Comme vous et moi en discutons sur Nima depuis plus de 6 mois, avec l'Amérique qui abat des pêcheurs au Venezuela, qui tire sur des bateaux dans le détroit d'Ormuz, l'OTAN qui attaque et confisque des pétroliers russes dans la Baltique, et l'Ukraine qui, il y a quelques jours, a attaqué un navire russe dans la mer Caspienne. Tout cela est censé relever du droit de la mer. Mais il n'y a plus de droit de la mer, parce que les États-Unis ont dit que quiconque peut se livrer à la piraterie peut le faire. Le droit de la mer est donc revenu à la piraterie. Et il doit en être ainsi, tant que le droit de la mer et les Nations Unies qui le soutiennent n'auront pas les moyens de faire respecter ce droit et de protéger les pays contre ce que Trump essaye de faire, prendre le contrôle du Groenland, étendre un bloc du Groenland à l'Islande, puis de l'Islande à la Grande-Bretagne, et empêcher tout accès du reste du monde via l'Atlantique à la route pétrolière arctique. Ainsi, vous n'avez pas à contourner l'Amérique du Sud, la pointe de l'Amérique du Sud ou la pointe de l'Afrique. Vous pouvez emprunter la route du pétrole. L'Amérique essaie de monopoliser tous les points de passage stratégiques du transport maritime international afin d'empêcher que le commerce du pétrole ne se développe entre des mains autres que celles contrôlées par les États-Unis. Voilà donc ce qui est réellement en jeu dans le détroit d'Ormuz. Cette fausse question du droit de la mer, comme si l'Iran ne pouvait pas dire qu'il y a une guerre en cours. Bien sûr que nous avons le droit, compte tenu de la guerre, d'enseigner des navires de guerre de passer juste à travers les eaux tout près de chez nous. Pas nos eaux territoriales, mais les eaux voisines, ici même. Bien sûr, nous en avons le droit, parce qu'il y a une guerre en cours. Cela prime sur tout le reste. Eh bien, c'est ce que les États-Unis essaient de mettre en avant. Une loi qui n'est plus appliquée, une loi morte,
Je crois qu'il existe encore dans les textes de certains États de l'Ouest des lois selon lesquelles si vous tirez sur un Indien, vous recevez $50 de compensation. C'est une loi non appliquée. C'est à peu près la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le droit de la mer. C'est donc un faux sujet, tout autant que la fausse question des armes de destruction massive de type bombe atomique que l'Amérique avance contre l'Iran. Tout cela fait partie du désordre que nous décrivons. Et j'aimerais ajouter que c'est une preuve du déclin de l'Empire américain, dont on parle beaucoup. Parce que vous savez, le signe d'un empire solide, en bonne santé, c'est qu'il existe un droit de la mer, et ce qu'on appelait autrefois un ordre international fondé sur des règles, de sorte qu'il n'a pas besoin de le faire respecter lui-même. C'est comme un service de police qui comprend que la meilleure communauté est celle qui n'a pas besoin de lui, qui respecte les règles du comportement collectif sans service de police. Plus vous avez besoin d'un service de police, plus vous êtes en difficulté. Eh bien, les empires, quand ils déclinent, quand ils ne peuvent plus satisfaire leurs besoins en respectant les règles, abandonnent les règles. C'est le signe que l'empire est en difficulté. Jusqu'à récemment, s'il y avait un bateau que vous soupçonniez de transporter de la drogue, nous avions une procédure. La marine ou les gardes-côtes s'approchaient du navire, montaient à bord, l'inspectaient, et s'il s'avérait qu'il transportait de la drogue, des drogues illégales ou toute autre marchandise de contrebande, il y avait une procédure de saisie. Les personnes concernées avaient des avocats, elles avaient un procès, elles pouvaient contester les preuves. Et même si elles étaient reconnues coupables, elles étaient condamnées à des peines de prison. Le trafic de drogue n'est pas un crime passible de la peine de mort aux États-Unis. Et le président et le secrétaire Hegseth ignorent tout cela, tout simplement, et disent, comme si cela suffisait, que ces personnes dans ces bateaux, des personnes qui sont maintenant mortes, et dont les bateaux reposent au fond de l'océan. Donc il n'y a aucune preuve, aucune démonstration qu'elles aient fait ce dont on les accuse. Nous les avons simplement tuées sommairement et extrajudiciairement. Eh bien, c'est un aveu qu'on ne peut pas s'y fier. Et vous savez, je le comprends d'une certaine manière, parce que Michael et moi avons grandi toute notre vie en entendant parler de la soi-disant guerre contre la drogue. Et je peux vous dire, et Michael le sait aussi, que je peux sortir dans la rue, ici à New York, et obtenir n'importe quelle drogue. Je pourrais le faire maintenant. Je pouvais le faire il y a 5 ans. Je pouvais le faire il y a 10, 15 ou 20 ans. La guerre contre la drogue a été un échec colossal. Tuer des gens dans des bateaux est une réponse absurde à cet échec. Eh bien, Richard, l'une des caractéristiques de la littérature américaine et des films hollywoodiens, ce sont toutes ces histoires de services de police corrompus. Je veux dire, pensez à tous les grands romans américains et aux films qui en ont été tirés sur des policiers corrompus. On peut dire que c'est un modèle de la politique américaine à grande échelle, sur le plan international. Des policiers corrompus, des policiers duplices, qui participent à la version officielle, servant à dissimuler le fait que nous sommes complices de crimes. Et Trump a été un soutien majeur du trafic de drogue et des trafiquants. Il est allé voir les trafiquants où il a envoyé ses secrétaires leur dire « Si vous versez une contribution de campagne aux campagnes de Trump, nous vous accorderons une amnistie et une grâce pour votre trafic de drogue. » Je pense qu'il a fait ça à l'un des gros trafiquants de drogue honduriens. J'oublie tous leurs noms. Mais voilà, vous savez, il vend aux trafiquants de drogue des cartes de sortie de prison. L'idée, c'est que si vous ne payez pas la police pour avoir l'autorisation de faire du trafic de drogue, alors on va vous arrêter. Donc tout ça devient un système de pot de vin versé à la police. Pensez à tous les films et à tous les romans qui ont parlé de ça.
Eh bien, c'est ce qui se passe à l'échelle internationale. Et le génie de Trump a été de l'élever au plus haut niveau politique, celui de la présidence, et plus seulement au département de police de New York. Puisque Richard a mentionné la guerre contre la drogue, je mentionnerai aussi la guerre contre le terrorisme, parce que c'était l'une des autres guerres qu'ils ont lancées. Et il faut, en guise de dernière remarque, reconnaître un certain mérite au fait que l'une des justifications de la guerre contre l'Iran est que l'Iran soutiendrait le terrorisme dans le monde entier. Les États-Unis, après 30 ans de guerre en Afghanistan, une guerre au Vietnam et une guerre en Irak, et Dieu sait combien d'opérations en Libye et en Syrie, accusent un autre pays de soutenir le terrorisme. Vous savez, le terrorisme. Cela montre à quel point le niveau d'auto-illusion que ces gens sont capables d'exprimer est stupéfiant. Et pour moi, c'est un autre signe d'un empire en déclin. Eh bien, je crois qu'un Iranien a précisément fait cette remarque il y a quelques jours, quand Trump disait « Nous négocions avec les Iraniens ». Les Iraniens peuvent répondre « Eh bien, nous n'avons plus de négociateurs. Nous sommes prêts à négocier, mais vous tuez les négociateurs. Vous avez commencé, lors de votre premier mandat, par tuer Soleimani, je n'arrive pas à prononcer son nom, qui était alors notre négociateur. Ensuite, vous avez tué les négociateurs, nos dirigeants là-bas. Avec qui allez-vous négocier si vous tuez tous ceux d'entre nous qui sont en position d'autorité pour négocier? Je veux dire, on ne peut pas faire plus terroriste que ça. Et Trump a utilisé ce mot l'autre jour, encore une fois, décapitation. Vous savez, ça vient davantage du côté israélien. C'est vrai. Mais lui aussi l'a employé. Je ne l'avais jamais entendu dire ça auparavant. C'est comme s'il avait décidé qu'il pouvait lui aussi proférer cette menace et qu'il voulait participer à ce comportement. D'ailleurs, pour énormément de gens à travers le monde, c'est une sorte de mystère. Ils ne comprennent pas cette tendance américaine qui remonte à nos origines de colonie, à voir les conflits politiques à travers ces exagérations du genre Dieu contre le diable. C'est ancré dans la culture américaine de manière extraordinaire, et ça ressort sans cesse. Notre ennemi ne peut pas simplement être Saddam Hussein. Il faut que ce soit un autre Hitler. Monsieur Poutine ne peut pas être un ennemi ou un adversaire. C'est un autre Staline. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on gagne à diaboliser son adversaire de façon? C'est soit très infantile, soit vraiment stupide. Ou alors, c'est un euphémisme. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de la décapitation. Nous ne les attaquons pas, nous protégeons la terre contre le diable. Et souvenez-vous, pendant la guerre contre le terrorisme, rien n'a été davantage mis en avant que le fait que certaines personnes en Afghanistan avaient coupé la tête de quelqu'un. C'était, vous savez, le genre de confirmation que nous, les gentils, étions engagés dans une lutte contre ces fous furieux. Regardez ce qu'ils font. Aujourd'hui, ça devient une décapitation, et c'est une stratégie habile plutôt qu'une horreur morale. Eh bien, c'est même pas habile. Si vous n'avez personne avec qui négocier ou à qui vous rendre. Et au-delà de ça, au lieu de démoraliser la population iranienne ou n'importe quelle population, quand vous l'attaquez par le terrorisme, vous mobilisez toute la population pour soutenir la défense du gouvernement contre vous. Merci beaucoup, Richard et Michael. C'est toujours un grand plaisir. D'accord. À la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Bye-bye.